Bonjour à tous, Franck Muller. Nous sommes mercredi 18 mars, premier jour de confinement. D'ailleurs, je profite d'abord pour remercier tous les gens qui ont partagé, qui ont visionné 6000 vues en 2 jours concernant un petit peu la dernière vidéo, concernant l'incapacité à gérer la crise d'Emmanuel Macron. Enfin bon, je reviens donc à son allocution télévisée. L'exécutif reproche aux citoyens de s'être attardés dans des parcs, on est d'accord, oui. Mais en fin de compte, pour en revenir à Macron, il n'a pas annoncé le confinement à l'italienne. Et pourtant, on nous annonçait de sources sûres que la France allait passer au grand confinement avec couvre-feu après 18 heures, tout juste si les boulangeries n'allaient pas fermer. Et puis on a vu de nombreux Parisiens, des citadins, qui entassaient packs d'eau et papier toilette dans leur 4x4 pour foncer vers leur résidence secondaire, avant que la capitale soit placée à l'isolement. Donc il y avait une petite, dans ces grandes villes, il y avait une petite ambiance d'exode, mais d'exode de luxe quand même, il ne faut pas pousser. Donc il n'y aura pas de couvre-feu, et le fait notable est qu'il n'est pas interdit de travailler quand on ne peut pas télétravailler. Donc dans ces conditions, on suppose qu'un plombier a le droit d'aller réparer des fuites. On n'arrête pas toute l'économie. De toute façon, l'État payera, a assuré le président. Tant mieux, ouf, je suis soulagé. Le président se voulait convaincant et rassurant. Il a été même passablement rassurant d'ailleurs, avec un ton oscillant entre guide suprême, chef des armées et maître d'école. Il a enfilé des perles et des grands mots. Nous sommes en guerre, nous gagnerons. Euh, Rien ne sera plus comme avant. Oh là là, mon Dieu. Euh, euh, tout ce qui ne, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Enfin bon. Et d'autre côté, on a eu droit à un sermon sur le thème vous n'avez pas été sage. Et si ça continue, nous allons encore plus vous serrer la vis. Oui, les Parisiens ne mesuraient pas la gravité de la situation dimanche. Non, oui, oui et non. C'est un peu faux parce que des milliers de Parisiens ne sont pas rendus dans les bureaux de vote. C'est pas pour aller se promener l'après-midi, quand même. Il ne faut pas pousser. Mais il y avait souvent les mêmes images qui repassaient, donc on avait l'impression que tous les Parisiens étaient dans la rue. Voilà, mais bon. Alors, rappelez-vous quand même qu'il y a 15 jours, Macron lui-même nous invitait à vivre et donner l'exemple. Et il allait au théâtre avec madame, etc. Il fallait vivre comme avant, aller dans les terrasses et tout. Donc il faudrait quand même savoir. Enfin bon. Euh, donc, déjà le samedi à 19 heures, nos gouvernants annonçaient la fermeture des bars et restaurants. Le même jour, le lendemain, les Français étaient conviés aux urnes et les parcs restaient ouverts. Restez chez vous, mais quand même allez voter. C'est ce qu'on appelle une injection contradictoire. Mais bon. Alors ils y vont. Et après, Madame la Présidente, qui désireuse de se promener, s'offusque que trop de manants ont eu l'idée d'aller se promener sur les quais de la Seine. Ah bah oui, mais enfin bon, quand même. Ce que j'ai vu ne m'a pas plu, gronde Édouard Philippe. Venant de gens qui ont un tel retard à l'allumage, c'est un peu fort de café. 24 heures pour s'adapter à de nouvelles règles dont on nous disait 15 jours plus tôt que nous n'aurions pas à les subir. Bon, comprenez quand même qu'il y a un petit peu un battement à l'allumage, qu'il y a un petit peu de retard, c'est normal. Bon. Alors, il ne s'agit pas de reprocher à l'exécutif de n'avoir pas compris avant les scientifiques l'ampleur de la menace. On peut en revanche le reprocher d'avoir rejeté par pure idéologie toute idée de contrôle aux frontières avec un argument digne de l'école maternelle. Le virus n'a pas de passeport, il ne connaît pas les frontières. Oui, mais le virus a voyagé avec des humains dotés de passeports. Et à la frontière, c'est l'endroit où vous pouvez les contrôler. Et éventuellement refuler les humains. Voilà. D'ailleurs, tous les pays du monde, y compris nos chers amis allemands, adoptaient des mesures restrictives. Et ici, on nous chantait l'air de dire le repli, c'est mal et tout. Nous, on est une économie ouverte. Et, bon, enfin bon. Maintenant, Emmanuel Macron nous annonce que l'Europe, ce qui était impensable hier d'ailleurs, de fermer l'espace Schengen. C'est d'autant plus consternant que l'Europe se rappelle qu'elle a une frontière au moment où plus personne ne veut la franchir. Parce que plus personne ne veut venir en Europe. C'est trop contaminé. Enfin bon, nous sommes en guerre, mais le chef de guerre n'ose même pas prononcer le mot confinement. Il aura fallu tendre 1 heure et demie après, et par Castaner, apprendre qu'il est interdit de sortir de chez soi. Donc, ça fait quand même un manque de crédibilité certaine concernant ce message. Notre chef de guerre, nous dit qu'on est en guerre. Oui, oui. Il y a guerre de gel, guerre de masques et guerre de tests. Mais bon. Alors, rues vides, bars, restaurants fermés, usines à l'arrêt, au point de faire basculer le pays dans la récession. Bruno Le Maire annonce une croissance à moins 1% pour 2020. D'ailleurs, même cause, mêmes effets pour toute la zone euro. Il y a pourtant des tas d'enseignements à tirer de cette crise sanitaire qui va créer une crise économique dont les conséquences risquent d'être pires que celles de 2008. Là, on va souffrir. D'abord, un point de vue sanitaire. Cette crise
écoutez-moi bien, est le symbole de la faillite totale des politiques menées depuis des décennies. Notre pays vieillit, chose prévisible depuis des années. C'est une épidémie qui ne nécessite l'hospitalisation que de 5% des personnes touchées par le virus. Et nos hôpitaux sont déjà en surtension, au point de devoir mobiliser un hôpital militaire en Alsace. Un seul chiffre explique la submersion de nos hôpitaux par les malades. Nous avons supprimé 100 000 lits sur les 20 dernières années, et je crois que les 2 dernières années, sous l'ère Macron, on en a enlevé déjà 5 000. Vous voyez? Bon. Donc c'est une première faillite de l'idéologie dominante de ces dernières années, dictée par qui? Par Bruxelles. Hein. Pour combattre les maladies, il faut donc donner des médicaments aux malades. Malheureusement, nous avons transféré, mondialisation heureuse oblige, pour citer Alain Minc d'ailleurs, la production de nos molécules en Chine et en Inde. Une Chine qui en a bien besoin en ce moment. Résultat, on ne produit plus 1 gramme de paracétamol en Europe depuis 2008. Et nous sommes donc tributaires, pour soigner nos malades, du bon vouloir de pays étrangers qui nous tiennent à la gorge, tant pour les livraisons que pour les prix. C'est seconde faillite de l'idéologie dominante de ces dernières années. Donc vous voyez bien que les hôpitaux, les médicaments, donc ces 2 premiers fléaux ont un agent, on va dire, pathogène connu de tous, l'Europe, qui, à court d'orthodoxie budgétaire, imposée par l'ordolibéralisme allemand, nous a obligés à sacrifier nos services publics les uns après les autres et qui, au nom d'un libre-échange imposé en dogme religieux, a fait partir nos usines, y compris les plus stratégiques, sous d'autres cieux où les gens sont payés au lance-pierre pour le plus grand bonheur des actionnaires et le plus grand malheur des salariés. Nous avions le meilleur système de santé du monde. Il est devenu en quelques années incapable de protéger nos soignants, puisque nombre d'entre eux ne bénéficient pas de masques de protection, ce qui prouve le peu d'estime que leur donnent nos dirigeants. Ces faillites-là ont des responsables et des coupables, tous ceux qui ont dirigé la France ces 30 dernières années et qui ont donné les clés du camion à des gens non élus, tout en s'asseyant sur la volonté du peuple qui avait montré en 2005 qu'il ne voulait plus de cette Europe grande ouverte, qui ne protège personne et qui au contraire nous met tous en danger. Le coronavirus a montré à quel point la politique menée par Emmanuel Macron depuis 3 ans était la même en pire, puisqu'il accélérait et il klaxonnait en même temps. D'ailleurs, heureux sont les actionnaires qui ont préféré investir en bourse plutôt que dans l'immobilier, parce qu'on a transformé l'impôt de solidarité sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière. Donc tout le monde a vendu l'immobilier, ils sont tous mis sur la bourse. Et oui, en une semaine, ils ont perdu 25% de leur argent. Et tandis que les propriétaires immobiliers continuent de voir leur investissement continuer à se valoriser. Donc suivre les conseils en investissement d'Emmanuel Macron, hein, ça coûte un pognon de dingue, ça revient cher. Hein. Même chose pour la réforme des retraites. Attendez, réfléchissez bien, elle est mise en parenthèse, mais le temps de la pandémie, mais cette réforme est le premier pas vers le transfert du système par répartition au système par capitalisation. Donc, les retraités américains et britanniques qui ont déjà des fonds de pension indexés sur la bourse, hein, et donc les retraites sont payées avec les dividendes, hein, ben les revenus vont fondre comme neige au soleil, parce que les cours de bourse ont complètement dégringolé. Des gens comme Total sont à moins 40%. Une action Air France vaut 4 euros. Vous vous rendez compte? Si vos retraites sont indexées là-dessus, mais vous allez vous retrouver avec des retraites à 500 balles. Vous comprenez maintenant? Ah ouais, d'accord, ok. Rendez compte que la France manque des tests de dépistage et de masques de protection, ce qui ne manque quand même pas de sel dans un pays où la dépense publique atteint 56%, 56,5% du PIB. Et on n'a pas de masque? Non mais attendez. Mais par contre, la France ne manque pas de politiciens dont les échecs sont les seules choses qui resteront d'eux dans leur livre d'histoire. Comme disait Lénine, les faits sont vraiment têtus. Alors, mes amis infirmières m'ont donné des nouvelles. Alors, aux hospices civils, évidemment, on déplafonne les comptes épargne d'heures supplémentaires, plutôt que de les payer. Hein. Donc, certaines vont se retrouver avec 6 mois de congé qu'elles ne peuvent malheureusement pas prendre parce qu'il manque du personnel. Donc, vous voyez, on fait bosser les gens 60 heures par semaine. Macron a visité un hôpital à Bobigny pour apporter son soutien au personnel de santé. Ah oui, c'est bizarre quand même, puisqu'il y a quelque temps, il les faisait matraquer et gazer hein, quand elles manifestaient pour avoir des moyens. Je rappelle qu'il y avait toujours presque 1 an des services d'urgence, 250 services d'urgence qui étaient en grève pour faute de moyens. Et maintenant, on est bien content de trouver les hospitaliers. Hein. À midi, d'ailleurs, j'ai vu un reportage à la télévision, un malade à risque, hein, de 40 ans à peu près, même pas, asthmatique. Et on l'a fait sortir, hein, on l'a fait sortir de l'hôpital pour laisser la place à d'autres, parce qu'il n'y a pas assez de lits. Hein. Et
Il dit, j'ai un masque, hein, mais c'est le même depuis 5 jours. Hein. Quand vous savez que la validité d'un masque, c'est à peine 3 heures, ça en dit long. Vraiment, on se fout de nous. On nous montre des gens avec des masques qui servent à rien, qui servent à rien. C'est du décor. Enfin, bon, enfin, Macron, c'est le chef de guerre, hein, on est d'accord. Hein. Effectivement, rester chez soi, c'est peut-être le confinement, c'est la bonne décision de ses dirigeants. Et il était temps, hein. Ces dirigeants ineptes, incompétents, menteurs, manipulateurs et pour tout dire, minables et dangereux qui dirigent notre pays. Il faudra bientôt s'en débarrasser. Hein. Je reviens sur la liste des mensonges. Ce virus ne viendra jamais en Europe. Il n'y a aucune chance ou très faible que nous y soyons confrontés. Premier mensonge. Fermer les frontières ne sert à rien contre un virus. Mais pourtant, les hommes sont porteurs de ce virus et quand ils passent un pays, ils nous emmènent le virus au contact des citoyens français. Donc, contrôler quand même un peu qui rentre en France, c'est quand même un minimum. Bon. Troisièmement, porter des masques ne sert à rien. C'est bizarre, dans toute l'Asie, ils portent des masques, mais nous, on n'en porte pas. Tester systématiquement ne sert à rien, pourtant c'est ce que fait des pays asiatiques comme la Corée, comme Singapour, et ça marche. Alors, une chose aussi, j'attends l'avis de nos brillants scientifiques sur l'intérêt de désinfecter les lieux publics. Parce qu'en Asie, on désinfecte les lieux publics. Il faut savoir que le virus reste collé à vos chaussures et sur le béton, et donc vous emmenez les microbes chez vous. Hein. En Corée du Sud, pays touché, l'épidémie est contenue grâce au port du masque systématique par tout le monde. Et en Corée, on désinfecte partout les lieux publics et on teste tout le monde systématiquement. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé recommande test, 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 dit le directeur général de l'OMS, le docteur Tedros. En France, nous ne testons pas parce que nous n'avons pas de capacité de test. Nous n'avons guère de test, mais nous ne faisons pas la guerre. Nous ne portons pas de masque parce que nous ne savons pas les mettre. Nous, les gueux, ils pourraient peut-être nous faire un tuto sur YouTube pour nous apprendre à enfiler un masque. De toute façon, l'éducation nationale diffuse des vidéos pour expliquer à des gosses de 12 ans comment enfiler une capote en classe. Donc, en fin de compte, pourquoi pas hein. L'arrêter, nous gérons nous avons guère de masques. Enfin bon, nous ne désinfectons pas les lieux publics. De toute façon, qui a des pulvérisateurs en quantité suffisante pour désinfecter à part nos amis agriculteurs? Personne. Et nous n'avons guère de gel hydroalcoolique non plus. Hein. Enfin bon, nous sommes dirigés par les mêmes mauvais, les mêmes incompétents, ceux qui nous ont menés au désastre de 1940 et aux vraies heures sombres de notre histoire. Enfin bon, notre propre président n'est pas un chef de guerre, il n'est guère qu'un gestionnaire. Comment dire, de tous nos manques, de tous nos guerres de quelque chose. C'est un chef de guerre, oui de guerre, mais de guerre G-U-R, il y a la guerre, mais pas un vrai chef de guerre. Que Dieu ait pitié de la France et de son peuple livré en pâture à des immatures, incompétents et menteurs. Qu'on nous dise simplement la vérité. Bon, nous avons raté la première mi-temps, mais nous allons avoir de lourdes pertes. Nous n'avons pas de masque, pas de gants, pas de matériel pour faire face. On vous a menti pour ne pas vous faire peur. Ce n'est pas une grippette, c'est une putain de pneumonie qui vous rend malade tout le monde, les jeunes comme les vieux, et qui tue tout le monde, mais plus les vieux, mais pas que. On vous a menti car on ne voulait pas vous faire peur. Pourtant, rester chez vous, c'est la seule façon de contenir ce virus monstrueux. Prenez-le au sérieux, l'ennemi est redoutable. En restant chez vous, vous nous donnerez le temps de fabriquer des masques, des bouches de protection, des respirateurs. Au moins, ce sera cohérent. Les gens comprendront pourquoi rester chez eux. Au lieu de cela, le chef de la constatation qu'on a guère de choses nous a expliqué qu'il fallait sortir, mais pas trop loin, téléphoner à Mémé. C'était vraiment pathétique et inquiétant, Monsieur le Président. Zéro pointé. Alors maintenant, quelque chose de très important. Rappelez-vous l'affaire du sang contaminé. Responsable mais pas coupable. Que nous dit Agnès Buzyn? Et là, je vous demande de partager. On aurait dit tout arrêter, c'est une mascarade, vient de nous dire la pauvre Agnès Buzyn en parlant des élections municipales, entre des sanglots dont elle n'est pas avare. Quand j'ai quitté le ministère, assure-t-elle, je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous. Je suis partie en sachant que les élections n'auraient pas lieu. Elle reconnaît cela aujourd'hui en essayant lâchement de s'en défausser. Peut-elle se débrouiller avec sa conscience, sur laquelle pèsera une partie de ces morts qui vont tomber emportés par le virus? Ces morts vont se compter par milliers. Dormez bien, Madame Buzyn.
Mais il y a plus grave, beaucoup plus grave, on peut déduire de ces propos le caractère criminel du comportement des décideurs publics dont c'était la responsabilité de prendre toutes les mesures permettant d'affronter la catastrophe et d'éviter une hécatombe. Elle nous dit qu'elle a alerté le directeur général de la santé le 11 janvier. Elle a envoyé un message au président sur la situation. Le 30 janvier, elle a averti Édouard Philippe que les élections ne pourraient sans doute pas se tenir. Et voilà, et tout ça, pour rien. Le président de la République paradait, donc, comme je vous le disais, le 7 mars dans les rues pour inciter les Parisiens à continuer à aller au théâtre. Hein, et voilà. Et tous les professeurs de médecine, spécialistes, chercheurs qui sonnaient l'alarme se faisaient insulter par les serviteurs du pouvoir. Jean-Michel Apathy, Christophe Barbier, le docteur Michel Simès, et puis alors évidemment Sibeth Ndiaye. Incompétence à la direction de l'État et toute cette équipe arrivée au pouvoir par surprise en 2017. Cette incompétence n'est plus à démontrer pour cette équipe. Mais alors, si ces faits sont établis, ils engagent la responsabilité pénale de tous ces décideurs publics. Et là, le code pénal, qui a été utilisé dans l'affaire du sang contaminé, nous dit beaucoup de choses, beaucoup de choses. Alors, je ne vais pas tout vous citer parce que c'est argumenté. C'est un article d'un juriste, d'un avocat. Je vais vous le mettre en lien dans le descriptif et vous irez chercher, mais c'est hyper argumenté. Et là, on peut faire juger nos dirigeants. Hein. Alors, je vais essayer de vous retrouver quand même quelques éléments. Il y a enfin, bon, ils ne sont pas coupables de la mort, mais ils sont responsables quand même de la mort. Enfin, voilà. Donc évidemment, l'auteur principal et direct des morts de la pandémie est bien le coronavirus, mais il existe, comme vient de l'avouer Agnès Buzyn, des auteurs indirects dont la culpabilité, si elle est établie, serait accablante. Le chef de l'État, le Premier ministre, le ministre de la Santé, le directeur général de la Santé savaient à quoi s'en tenir dès janvier. Manifestement, ils n'ont pas pris les mesures afin de l'éviter, alors qu'il était de leur compétence de faire en sorte que cette catastrophe n'arrive pas. Ils ont donc contribué à créer la situation d'une catastrophe aggravée. En s'abstenant d'agir, ils ont commis une faute pénale caractérisée en exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer. Par conséquent, compte tenu de l'ampleur de tout ceci, comme cela avait été le cas pour l'affaire du sang contaminé, il est indispensable que la Cour de justice de la République soit saisie d'une procédure dirigée contre les ministres pour dire si leur défaillance est établie, ainsi que le prétend Agnès Buzyn. Voilà. Et prononcer à leur encontre des sanctions à la mesure du dommage subi. Voilà. Emmanuel Macron, lui, ne risque rien, car avec ses propres pouvoirs et un parlement à sa botte, celui qui pouvait tout est pourtant protégé par son immunité. Il lui restera certainement que le déshonneur. Voilà. Là, les références juridiques, c'est par Régis de Castelnau. Et puis j'avais emprunté certains éléments aussi à Charles Sana. Donc voilà, vous avez tout. Sachez qu'on a un moyen de mettre en cour de justice nos ministres et tout. Bon, moi, je ne peux rien faire, mais j'alerte. C'est un scandale à l'image du sang contaminé. Et je pense que l'idée va cheminer pendant quelques jours et que peut-être d'ici avril, peut-être si on a des gens qui portent leur coronesse, comme on dit, et peut-être les choses bougeront. Dans tous les cas, c'est quand même un sacré pavé dans la mare que nous a révélé Agnès Buzyn. Voilà. Écoutez, 18 minutes. Je vous laisse. J'en ai mal à la gorge d'ailleurs. J'espère que je couvre rien. Je vous remercie en tous les cas pour tous ces partages, pour tous ces échanges ensemble, les échanges d'informations et tout. J'ai encore des tas de choses à vous dire au niveau du corps enseignant. J'ai plein d'informations, les gens m'écrivent. Je ne peux pas tout vous dire, je ne peux pas être trop long non plus parce que c'est des choses ardues. Vous voyez, on a parlé d'aspects juridiques quand même. Une petite chose aussi. Oui, j'ai vu qu'il y a une vidéo qui a fait 3 millions de vues qui dit oui, le brevet sur le corona et tout. Il y a plusieurs sortes de corona. Il y a plusieurs sortes de corona, donc ne prenez pas tout pour argent comptant. Il y a des brevets qui ont été déposés, mais c'est des brevets qui sont déposés pour sortir un vaccin. Enfin, c'est très difficile, il y a des termes juridiques. Il y a 50 pages sur un brevet. Mais voilà, à l'Institut Pasteur, là, il y avait un brevet 2003, un brevet en 2015. Alors, tout juste, oui, c'est très ardu. Effectivement, quand on dit comme ça, on voit Corona et tout, mais il y a X sortes de Corona. Hein. Il y a Corona même pour la grippe aviaire des poulets, des volailles. Donc, voilà. Bon, sachez que je ne dis pas qu'il n'y a pas des laboratoires qui préparent des virus pour des attaques
on va dire chimiques, biochimiques, biologiques, enfin bref. On est d'accord. Dans ce cas-là, on ne saura jamais si c'est un complot de la CIA pour enquiquiner les Chinois, si c'est les Chinois eux-mêmes qui ont voulu faire des tests et pour nous dire, vous voyez, si vous ne nous embêtez pas trop, ou si Trump nous embête trop, on peut lâcher des incidents et qui vont mettre à mal votre économie, on ne saura jamais. Ça existe et tout. Pour l'instant, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de dire, il y a un virus, il y est. Vous êtes d'accord? On fait le constat qu'il y est. On ne sait pas d'où il vient. Bon. Ce que je veux surtout m'attacher, c'est aux incompétents qui n'ont pas commandé de masque, voilà, qui n'ont rien fait, qui nous disent de nous balader, après qui nous disent de rester chez nous. Voilà, je veux dire, c'est ça qui est important. Parce que le virus, il arrive. Mais si on avait encore les 1 milliard de masques type FFP1 et les 700 millions de masques FFP2, on aurait pu en distribuer à tous les personnels soignants, à nous aussi, et on aurait par précaution porté 1 ou 2 masques, 3 masques par jour, en les changeant régulièrement, et on aurait peut-être évité une prolifération, déjà, hein, voyez, comme dans les pays asiatiques. Mais non, nous, on est plus intelligents que les autres, on s'est foutu de la gueule des Italiens, on s'est foutu de la gueule de beaucoup de gens, et puis en fin de compte, eh ben, on est encore plus dans la merde, parce que c'est chez nous qu'il y a le plus de progression au niveau de ce fameux virus. Voilà, et c'est l'incompétence encore des gens qui ont fait des hautes études, enfin, je ne sais pas des études de quoi d'ailleurs ce qu'ils ont fait, mais surtout des études pour faire des économies sur le dos des citoyens, en ne leur apportant pas la sécurité physique contre les agressions et la sécurité sanitaire en les protégeant des virus, de toutes les épidémies qu'il peut y avoir. On a quand même, comme je le disais au début, on dépense 56% de notre PIB. Donc si on n'a pas le matériel, alors que dire des pays qui n'ont pratiquement pas de protection sociale alors? Voilà. Je vous laisse. Je vous remercie. Essayez de partager un maximum. Je dis au niveau juridique, c'est très très important ce qui se passe. Et Agnès Buzyn a lâché un gros morceau là et ça peut se retourner contre le gouvernement. J'espère être devin et que ça va aboutir. Ça va aboutir. Hors de question qu'en 2022, ces gens repassent. Voilà. Merci en tous les cas. On va vite rentrer là parce que c'est 18h et je vais diffuser ça sur YouTube. En tous les cas, merci encore pour tout. Merci. Partagez, partagez, partagez. Abonnez-vous, la petite cloche. Je compte sur vous. Allez. Merci beaucoup. À très bientôt. Franck Muller de Lyon. Ici Lyon. Je suis à votre service. Allez, on continue. Merci. À très bientôt.